Bonjour à toutes et tous. En préambule, évidemment, je voudrais remercier la présidente de MG Maroc, le bureau de MG Maroc et vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui pour cette invitation. Et effectivement, quand on fait le corollaire avec ce qui s'est passé en France depuis maintenant de nombreuses années, de voir ce mouvement émergent et fort de la médecine générale ici, nous fait effectivement penser que nous sommes dans une réelle communauté d'esprit. Alors, je suis donc Vincent Renard, je suis médecin généraliste en exercice, je suis professeur des universités à l'université Paris-Créteil, où je dirige le département de médecine générale de la faculté, comme ce qui est une des 35 facultés de France, et je préside le Collège national des généralistes enseignants, qui regroupe l'ensemble des universitaires de la discipline. Alors on m'a demandé de venir pour vous faire partager quelques éléments et notamment quelque chose qui nous apparaît extrêmement important, et je vais évidemment décliner ça au cours de ma présentation, relatif à la maîtrise de stage. La maîtrise de stage, c'est le fait que les étudiants en médecine générale, dans le diplôme d'études spécialisées dont parlait Yves Fourré, ont une formation en situation chez le médecin généraliste, et nous allons voir que cet élément, qui n'existe pas encore ici au Maroc, est quelque chose d'extrêmement important au plan pédagogique pour les étudiants, mais important aussi au plan stratégique pour la discipline et ses professionnels. Ça fait d'abord appel à quelques éléments, et vous me pardonnerez quelques éléments théoriques de base, mais qui sont extrêmement importants parce que on est tous issus d'un modèle d'enseignement. C'est-à-dire que, au cours de nos études, et depuis bien avant les études de médecine, sur le modèle que l'enseignement s'acquiert à partir de cette définition qui est des études, d'exercice et de contrôle des connaissances. Or, quand on veut former des professionnels, on est plus sur le versant de l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est l'action d'apprendre un métier, et ça ne se limite pas à l'enseignement, bien loin s'en faut, puisqu'il s'agit là d'acquérir des pratiques, des connaissances, mais aussi des savoirs-agir, une dimension culturelle, éthique, etc., et qui ne s'acquiert pas juste par ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de l'information, mais qui ne peut pas résumer la formation, c'est-à-dire ce n'est pas seulement à ce moment-là de la transmission verticale, mais ça s'acquiert par un certain nombre de procédés tels qu'ils sont écrits là. Et on va bien voir la différence entre apprentissage et enseignement, parce que l'enseignement, eh bien, les savoirs sont transmis aux apprenants par les professeurs, que les apprenants reçoivent plus ou moins passivement l'information, que les connaissances sont acquises ou sont censées être acquises loin de leur contexte, c'est-à-dire là, en salle de cours, à la faculté, dans un amphithéâtre, mais pas dans le lieu de leur contexte d'exercice, que le formateur, il est conçu comme ayant le savoir, il va dispenser son savoir, et quelque part on dit que c'est une formation centrée enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant va raconter ce qui lui paraît important de raconter, et que l'enseignement, l'évaluation et l'apprentissage sont séparés. On va d'un côté faire de l'enseignement, par exemple, en salle de cours, on est censé faire de l'apprentissage sur les lieux d'exercice, et puis l'évaluation ne va rien avoir à voir avec cet apprentissage. Et que l'évaluation va être d'autant plus difficile ou compliquée que justement elle va mesurer une quantité importante d'apprentissage avec des tests standardisés. A contrario, l'apprentissage, eh bien, c'est les apprenants qui vont construire leur savoir en fonction des questions qui vont se poser en interaction avec leur formateur, mais qui vont justement devoir se poser ces questions à partir des contextes professionnels auxquels on veut les former. Et que le formateur va alors être conçu non pas comme un dispensateur de savoir, mais comme un facilitateur d'apprentissage, et que théoriquement, si on voulait évaluer correctement ces apprentissages, eh bien on devrait les évaluer dans le contexte
en l'occurrence de soins, et que cette évaluation doit se préoccuper autant du processus d'apprentissage que juste de son résultat. Ce n'est pas juste la réponse à un QCM qui compte, c'est qu'est-ce que l'étudiant, comment son raisonnement s'est élaboré, quelles questions il s'est posées et comment il a pu y répondre. Et cette notion, et ça en sciences de l'éducation c'est publié de longue date et assez bien stabilisé, eh bien, si on veut former des professionnels, il faut s'intéresser à les former en termes d'apprentissage plus que d'enseignement. Et on voit bien là la limite de l'enseignement académique et universitaire tel qu'il est conçu en théorie, c'est-à-dire que si uniquement on est sur ce versant enseignement à faire des cours à la faculté, eh bien, on va former demain des professionnels qui seront loin des contingences et de la complexité de l'exercice. Yves Fourré parlait de la différence entre système compliqué et système complexe. Si je voulais y revenir, je dirais qu'un système compliqué, c'est quelque chose qui techniquement nécessite une élaboration compliquée avec un certain nombre de déterminants. La complexité, c'est autre chose. Et c'est vrai que le modèle biopsychosocial de Engel met bien l'accent sur ce sujet. Et nous, médecins généralistes en permanence, en quoi nous gérons des systèmes complexes? Eh bien, nous gérons des systèmes complexes puisqu'on doit tenir compte à la fois dans notre démarche, dans notre raisonnement et dans notre décision, d'éléments venant issus du patient, issus du contexte et issus de la relation avec le patient. En permanence, ces éléments-là doivent contribuer à notre démarche et à notre décision. Eh bien, la théorie de la complexité dit juste la chose, en fait, la complexité, c'est finalement assez simple, dit la chose suivante, c'est-à-dire que la décision finale ne dépend pas que de la somme des parties à traiter. Et c'est pour ça que les patients que nous traitons ne sont pas une somme d'organes. Les patients sont la somme de leurs problèmes d'organes, plus de toutes les interactions qu'il y a entre les différents systèmes. Et c'est pour ça que leur interaction avec l'environnement, leur interaction avec le contexte, leur interaction avec le médecin, leur interaction avec leur vécu, leur représentation, leurs craintes, leurs peurs, leurs freins, intervient nécessairement dans la prise en charge que on se doit d'adopter pour une meilleure efficacité. Alors, il faudrait parler du carré de White, ça c'est le carré de White révisé, et il est sûr que si vous prenez effectivement les 1000 adultes exposés à un problème de santé, et puis le petit carré en bas, ou celui qui est hospitalisé en CHU, les choses ont un petit peu évolué avec le temps, mais vous voyez que beaucoup de patients consultent d'abord en soins premiers, c'est-à-dire les 113 qu'il y a là, et que l'apprentissage en médecine générale ne peut pas se résumer au carré de 8 qui sont hospitalisés ou à celui qui est hospitalisé en CHU, parce que le champ ouvert par les 113 qui consultent d'abord en soins premiers ou les 227 qui consultent un médecin est évidemment beaucoup plus large et que l'hôpital, aussi formateur soit-il pour un certain nombre de pathologies importantes à connaître de par leur gravité, leur retentissement et leur sévérité, ne saurait résumer la multiplicité du champ et la largeur du champ observés en médecine générale. Donc ça implique un certain nombre de conditions pour l'apprentissage. C'est la mise en situation professionnelle dite authentique, c'est-à-dire, pour nous, pour former des futurs généralistes en médecine générale. Donc, dès qu'on parle d'apprentissage, dès qu'on veut appliquer la théorie de l'apprentissage à l'apprentissage du métier, eh bien, ça conditionne la mise en situation professionnelle. C'est même, je dirais, quelque chose d'assez communément admis. C'est la formation en alternance, c'est la formation professionnelle. Eh bien, dans la formation initiale, c'est un élément extrêmement important. C'est l'exposition aux situations professionnelles. On vient de voir avec le carré de White que l'exposition aux situations professionnelles à l'hôpital ne peut résumer le champ de la discipline. C'est la problématisation des étudiants sur ces situations. C'est-à-dire quelles questions je me pose,
Quels problèmes je ne sais pas résoudre à partir de ces situations? S'ils ne sont pas exposés à ces situations, par définition, ils ne peuvent pas réfléchir sur les problèmes que leur posent ces situations. Et c'est la recherche de ressources pour résoudre ces problèmes rencontrés. Donc tout ça, c'est la mécanique de l'apprentissage que je résumerai tout à l'heure, avec l'enseignant qui est en facilitateur d'apprentissage pour guider, aider l'enseignant, aider l'étudiant, à formuler ses problèmes et à essayer de les résoudre. Alors cette réflexion-là, en France, s'est fait jour avant même l'instauration de la discipline et de la spécialité. C'est-à-dire qu'il faudrait vous rappeler que la spécialité avait été acquise en 2002, que la filière universitaire, en tout cas le cursus universitaire était né en 2004. La filière universitaire de médecine générale, c'était encore plus compliqué, on peut la dater, l'arrivée de 2008-2009, donc c'est une histoire finalement très récente chez nous, qui nous incite d'ailleurs à beaucoup de modestie. Mais la maîtrise de stage, c'est-à-dire le fait de faire reconnaître par l'université et par la tutelle qu'il fallait que les étudiants soient en stage en médecine générale ambulatoire pour apprendre le métier, c'est 97. Et on peut même dire que ça a été un des leviers pour acquérir la spécialité. Et ça doit nous faire réfléchir sur quels sont les leviers pour aboutir à la spécialité médecine générale. C'est pour ça qu'en introduction, je disais que c'était non seulement un enjeu pédagogique, mais un enjeu stratégique pour la discipline. Donc aujourd'hui, la maîtrise de stage, qui a donc plus de 18 ans en France, nécessite, pour être maître de stage des universités, puisque le titre a été acquis qu'en 2011, donc finalement assez récemment, mais l'université a entériné le fait que les maîtres de stage étaient des maîtres de stage des universités, donc relevant avec une mission universitaire, et donc, selon la définition, eh bien, ils doivent exercer en médecine générale ambulatoire, que ce soit en cabinet libéral, en maison de santé, en centre de santé, être diplômé de la spécialité, et je ne reviens pas sur ce qu'a expliqué très bien le docteur Fourré, être agréé par le directeur de l'ARS, qui sont les agences régionales de santé, qui sont une émanation régionale du ministère de la Santé, avec un agrément soit pour 5 ans, soit pour 1 an avec réexamen du dossier, pour accueillir les internes nécessitant une ancienneté d'exercice d'au moins 3 ans, avec un avis motivé du conseil départemental de l'ordre, et avec un droit au titre, c'est-à-dire que sur les plaques, les ordonnances des médecins, de la même manière qu'on peut mettre ces titres, eh bien on peut mettre la mention « maître de stage des universités ». Alors ces maîtres de stage des universités, eh bien évidemment, ils doivent exercer dans un cadre qui est celui de l'AVONCA, et je ne reviens pas là aussi sur l'excellente présentation du docteur Fourré. Ils doivent avoir fait une formation à la pédagogie, parce qu'autant on peut faire de bons professionnels, de bons pédagogues, autant ce n'est pas justement ces notions par exemple d'enseignement et d'apprentissage que j'ai soulevées là, histoire de vous mettre l'eau à la bouche sur ces notions-là et quelque part l'intérêt de la pédagogie et de la maîtrise de stage, eh bien ils sont pas forcément. Non seulement ils ne participent pas au départ de notre cursus professionnel et de notre orientation professionnelle, mais ils sont évidemment d'autant plus intéressants qu'ils s'adressent à des gens motivés par la transmission des savoirs, par la pérennité du métier, par la conviction probablement, si vous êtes là et que je suis là aussi et que nous sommes là ensemble, de la conviction partagée que la médecine générale, c'est un apport à la fois pour les patients et pour le système de santé. Il faudrait rappeler, selon l'OMS, l'importance médico-économique de la médecine générale, mais au-delà de ça, en termes de service médical rendu aux patients et à la population, je pense que nous partageons la conviction que la médecine générale est décisive. Pour être maître de stage, intégration aux activités du collège des enseignants, puisqu'il y a en parallèle aux facultés, il y a 35 collèges d'enseignants en France, et que l'activité est compatible avec l'accueil des étudiants. Et si je veux résumer la boucle de l'apprentissage, je vais vous passer la célèbre maintenant au niveau du Collège national des généralistes enseignants diapositive du docteur Chartier, que je connais d'autant mieux qu'il est enseignant dans ma faculté, et qu'on passe aux étudiants,
comme aux maîtres de stage, comme aux enseignants, pour essayer de leur faire toucher du doigt comment ça se passe l'apprentissage et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour l'apprentissage. Parce que les étudiants en stage, eh bien, ils sont confrontés à un problème. À partir de là, ils sont obligés de réfléchir, c'est-à-dire je suis confronté à une difficulté, je suis obligé de réfléchir. À tête reposée, après l'action, ça se poursuit avec l'enrichissement de la réflexion. L'enrichissement de la réflexion qui va faire appel à un certain nombre de ressources, la réflexion personnelle, les connaissances antérieures, l'apport de la supervision du maître de stage, l'apport de personnes ressources, les enseignements facultaires, et là on voit le lien extrêmement important, l'enseignement facultaire est d'autant plus pertinent qu'il est en lien avec les problématiques professionnelles rencontrées en stage. Si vous avez, et c'est ce qu'était, je fais appel à la diapo tout à l'heure, si vous faites la différence entre l'enseignement et l'apprentissage, si l'enseignement est complètement décontextualisé des problématiques professionnelles et des problématiques d'apprentissage, il tape dans le vide. En revanche, s'il est lié aux problèmes rencontrés en stage, à ce moment-là, il devient pertinent, et évidemment aux recherches personnelles, aux lectures, aux ressources bibliographiques. Et ça va enrichir la réflexion et ça va permettre l'apprentissage. Ça va permettre l'apprentissage et ça produit une piste pour résoudre le problème. Et sur les situations suivantes rencontrées en stage, eh bien, ça permet la résolution progressive des problèmes en fonction des situations professionnelles rencontrées le plus souvent. Et c'est ça la boucle de l'apprentissage. En permanence, il y a un aller-retour entre j'ai un problème, je réfléchis, je le résous, je reviens aux situations en stage. Et là, l'enseignant, eh bien, il a plusieurs rôles. Et on voit que là, cet enseignant, il y a un moment, ça doit être le maître de stage. C'est-à-dire qu'il met l'étudiant en situation propice à l'apprentissage, il supervise l'action de l'étudiant et il aide à pointer quel est son problème, il aide l'étudiant à trouver des ressources, et il évalue la pertinence de l'apprentissage. Eh bien, vous voyez là que dans cette boucle de l'apprentissage, qui est issue des recherches en sciences de l'éducation, ce n'est pas juste quelques idées folles des généralistes enseignants français, c'est publié au plan international, ces éléments et ce contexte de l'apprentissage, eh bien, vous voyez là que le maître de stage doit avoir une place très importante. Donc, du coup, le stage en médecine générale, pour apprendre le métier, c'est un moment privilégié d'apprentissage, parce que c'est là qu'il est confronté aux familles de situations professionnelles. Vous savez, ce qui différencie dans le carré de White les situations hospitalières des situations d'apprentissage, que le maître de stage va aider l'étudiant à se poser les bonnes questions, et pas juste les questions du maître de stage, mais les questions de l'étudiant, à chercher des ressources et à résoudre les problèmes. Pour finir, je dirais que les engagements qu'on demande aux maîtres de stage, qui sont donc reconnus maintenant par l'université et par la tutelle, eh bien, c'est d'assurer la supervision de l'interne. Ce n'est pas juste de le mettre sur un fauteuil et puis de lui dire « regarde ce qui se passe ». C'est l'objectif du premier stage en médecine générale dans le DES, c'est la mise en autonomie de l'interne pour qu'il arrive d'abord dans des phases intriquées d'observation, de supervision directe où le maître de stage le regarde faire, pour aboutir à la supervision indirecte où on le laisse faire et on supervise a posteriori ce qu'il a fait. C'est évaluer les travaux et les stages de l'interne, c'est participer aux formations pédagogiques et c'est surtout le caractère prioritaire et systématique de la supervision de l'interne sur tout ce qu'il fait. Et pour ce faire, il y a une charte nationale des MSU, maîtres de stage des universités, qu'on leur demande de signer. Et au bout du compte, ces maîtres de stage, officiellement, ils sont rémunérés au plan pédagogique parce qu'on estime qu'ils ont une fonction d'enseignement. Donc il y a un budget de l'État consacré à la rémunération pour encadrement pédagogique des internes, parce qu'à partir du moment où il y a une fonction d'enseignement, où ils sont reconnus par l'université, eh bien, ils sont reconnus en tant que tels. En contrepartie, ils doivent s'acquitter d'un certain nombre d'engagements matériels que je vous ai listés ici. Donc, pour conclure, cette maîtrise de stage est un élément structurant
extrêmement important pour permettre aux étudiants d'acquérir les fondements, les bases et la déclinaison du métier au plan pratique. Et ça ne se fait pas sans lien direct entre la faculté et les maîtres de stage, regroupés dans un but commun, faire des professionnels de meilleure qualité possible au service des patients et de la société. Je vous remercie.